Bonjour à tous, vous écoutez l'Europe en 43 minutes, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Europe Direct. Du 9 au 14 octobre, nous avons fêté les Erasmus Days, journée Erasmus, le programme de mobilité phare de l'Union européenne. Pour nous illustrer les possibilités de ce programme, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Elisabeth Gonzalez, professeure de commerce international et référente internationale au lycée Sainte-Marguerite de Chambray-les-Tours, et Monsieur François Huguet, professeur d'histoire-géographie, on va dire les choses correctement, et référent international au lycée des métiers Martin Nadeau à Saint-Pierre-des-Corps. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous allons un petit peu commencer dans le vif du sujet. Vos établissements portent tous deux des projets Erasmus+. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus concrètement de quel type de projet s'agit-il ? Alors, il y a plusieurs types de projets, donc il y a évidemment principalement des mobilités d'élèves, alors que ça peut s'inscrire notamment dans le cadre de partenariats de coopération avec des lycées partenaires, mais également de mobilité individuelle, où on envoie des élèves par exemple soit en stage, soit en immersion dans d'autres lycées, dans plusieurs pays d'Europe. Et puis, ça peut prendre aussi la forme de projet, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, justement du projet Jean Monnet, qui est plutôt un projet d'éducation à l'Europe. Et au lycée Sainte-Marguerite ? Alors nous avons deux types de mobilité pour les jeunes, donc pour l'enseignement supérieur, qu'ils soient en BTS ou en DNMAD. Nous leur proposons la possibilité de partir en stage à l'étranger, donc c'est 2 mois de date à date, ou plus pour les deuxièmes années de DNMAD. Et pour les personnels enseignants, mais aussi administratifs, d'encadrement et de direction, nous leur proposons chaque année une semaine de formation. Alors jusqu'à présent c'était en anglais, mais on va également l'ouvrir aux autres langues étrangères, parce que l'Europe ce n'est pas que l'anglais. Et donc une semaine de cours intensifs de langue. Alors, vous dites DNMAD, est-ce que vous pouvez juste... C'est Diplôme national des arts et du design. Donc on est plutôt sur le design informatique. Alors on a plusieurs spécialisations. On a design graphique, on a événementiel et animation 3D. D'accord, merci. Je préfère préciser parce que les acronymes, on n'est pas toujours familier. Comment ces projets que vous m'avez décrits là très brièvement, mais comment s'inscrivent-ils dans la dynamique de formation, dans le projet vraiment d'enseignement du lycée, de vos lycées ? Monsieur Huguet ? Alors c'est vrai que nous, de notre côté, ça fait, on va dire, 3-4 ans qu'on a véritablement redéveloppé et intensifié notre politique européenne d'ouverture afin de permettre à nos élèves justement de bénéficier de ces mobilités. Alors j'en ai pas parlé parce que c'est vrai que j'ai entendu ma collègue en parler. C'est vrai que les mobilités de personnel, c'est aussi important parce que c'est important pour l'ouverture, pour la capacité notamment dans ce qu'on appelle les job shadowing, de pouvoir observer des collègues d'autres pays travailler, et c'est vrai qu'il y a toute cette dimension, et cette dimension formative, c'est un apport extraordinaire à la fois pour l'établissement en général, pour les personnels, et puis pour les élèves qui en ressortent, j'ai envie de dire, transformés au bout de leur mobilité, donc c'est du gagnant pour tout le monde. Et du côté de Sainte-Marguerite Donc l'international en fait se vit depuis l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est vraiment inscrit dans notre projet d'établissement de permettre à chacun de vivre une expérience à l'international en lien avec l'Europe. Alors ça peut être à domicile, avec des temps forts, et également bien sûr encourager les mobilités à l'étranger. Donc on met en place cela dans le sens où, par exemple, pour l'enseignement supérieur, les BTS commerce international doivent faire un stage, c'est obligatoire pour eux, mais je suis chargée également d'aider les autres étudiants des autres BTS, du DNMAD, pour les accompagner, dans la mise en place de ce projet de mobilité stage à l'étranger. Ça veut dire qu'on essaye de les libérer de cours pour qu'ils puissent partir en mai-juin de manière concrète. On va même anticiper sur les vacances. On va utiliser notre ENT pour les accompagner. Alors, ENT C'est notre plateforme numérique.
sur lequel on dépose nos cours, si jamais D'accord. ils devaient perdre une semaine de cours, par exemple. Pour qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils puissent quand même suivre les C'est cours. ça. Très bien. Et les professeurs, eh bien moi j'interviens dans les classes, ils sont toujours d'accord pour que je vienne, pour que je reçoive les jeunes également. Il y a vraiment ce soutien de tous pour permettre à un maximum de jeunes de pouvoir partir. Donc, vous êtes d'accord, il est important pour porter des projets Erasmus+, que l'établissement ait une réelle politique et que ce soit vraiment inscrit en fait dans la dynamique de l'établissement. Oui, là, je pense que c'est indispensable. Oui. Honnêtement, seul, on ne peut rien faire. Si on n'est pas soutenu par l'équipe d'encadrement, avec notre chef d'établissement, mais également par une équipe de collègues qui je pense, se dévoue clairement, parce que c'est une forme de dévouement quand même. Donc, on y passe du temps. Réaliser l'ensemble de ces programmes de mobilité, ce serait quasiment impossible. Donc oui, il y a il y a besoin d'une dynamique et d'une équipe. Moi, j'y arriverais vraiment pas sans l'aide de notre comptable, parce que c'est quand même des milliers d'euros que l'on gère. Le service informatique, la secrétaire aussi pour la gestion des kits mobilité, elle m'aide bien. Bien sûr, l'équipe de direction. Enfin, vraiment, c'est un projet d'équipe au niveau administratif, d'encadrement et également au niveau des enseignants. Parce que s'ils n'y croient pas, on ne peut rien faire, en fait. Oui, donc ça conforte vraiment dans l'idée qu'il faut que ce soit vraiment un projet d'établissement et pas seulement un ou deux professeurs. D'autant plus qu'on a besoin, je pense plus, alors je ne sais pas sur les mobilités d'enseignement supérieur, mais sur les mobilités dans notre lycée professionnel pour des élèves de première ou de terminale, on a besoin d'accompagnateurs parce qu'il faut évidemment sécuriser ces mobilités. Donc on a besoin aussi de collègues qui s'investissent, qui prennent de leur temps pour faire ça. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Nous parlons du programme Erasmus+, avec Elisabeth Gonzalez du lycée Sainte-Marguerite et François Huguet du lycée des métiers Martin Nadeau. Donc, vous mettez en place, vous nous avez parlé brièvement, donc différents types de projets Erasmus+. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, justement, sur tous ces projets ? Vous m'avez cité la mobilité des élèves, des partenariats de coopération, donc des mobilités individuelles ou des immersions. Il y a plein de choses. Il y a aussi la formation des personnels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous donner des exemples un peu plus concrets ? Qui veut commencer ? Alors, en ce qui concerne le personnel, donc nous sommes partis, alors ça a démarré avant le Covid, ça a été interrompu bien sûr. Oui. Nous sommes partis à Cork une semaine, donc avec des cours toute la journée. En Irlande. En Irlande, tout à fait, pardon. On était également hébergés en famille d'accueil pour vivre vraiment une immersion totale. Nous sommes partis, il y avait la responsable de l'établissement, la responsable de la vie scolaire, des enseignants. Donc c'est vraiment important pour notre lycée que ce ne soit pas que des enseignants qui partent. Donc voilà, on a eu des cours intensifs. L'année du Covid, j'ai mis en place des cours d'anglais au sein du lycée pour pas perdre le lien. Nous sommes repartis à Cork, nous sommes également repartis sur Malte. Et là, le projet, c'est une formation plutôt en espagnol. À terme, il y aura aussi l'allemand proposé, l'italien, enfin les langues que l'on parle tous. L'objectif étant de se remettre à niveau, de pouvoir accompagner les étudiants pendant leur mobilité, parce qu'il y a le suivi de stage avec les tuteurs, par exemple. Et puis à terme, on aimerait vraiment pouvoir partir, faire du job shadowing, voire pourquoi pas enseigner pour les professeurs, prendre en charge des modules à l'étranger. Ça, c'est vraiment quelque chose qui serait formidable. Alors juste job shadowing, c'est observation au milieu de travail. C'est ça. Les puristes de la langue française, c'est vrai. Faire retraduire. Et donc, vous envoyez également donc, des jeunes en stage. Vous nous avez parlé tout à l'heure. Tout à fait. Donc, un stage à l'étranger, ils doivent rechercher ce stage. L'équipe est là pour les encourager, les recadrer, contacter les tuteurs. Donc il y a vraiment un suivi avant de la mise en place de la mobilité, pendant, avec des comptes rendus hebdomadaires qui sont demandés, des contacts tuteurs par téléphone, au moins 2, au retour aussi par rapport au vécu et au retour administratif des documents. Donc il y a vraiment c'est un processus en fait. Qui commence dès que l'étudiant a envie à ce projet-là, en fait.
Donc, vous envoyez combien d'élèves à peu près par an? Alors, on a donc c'est une vingtaine d'étudiants sous Erasmus, mais on a quand même une dizaine qui partent hors Erasmus dans des pays non bénéficiaires. Et cette année, on est vraiment content. Ça prend du temps, mais petit à petit, on y arrive. On a pu faire partir 5 étudiants de BTS Communication des entreprises qui n'ont pas du tout l'obligation de partir à l'étranger, mais qui ont eu cette envie-là et ils ont pu partir. Donc ça, c'est une réussite puisque c'est un des objectifs, permettre à d'autres étudiants de vivre une mobilité à l'étranger. Autre que ceux dont pour lesquels c'est obligatoire. Et au niveau du personnel, vous avez à peu près combien de collègues qui partent chaque année? C'est entre 8 et 10 personnes. Et c'est vrai qu'on a de la chance, c'est que notre chef d'établissement nous autorise ce départ en dehors de nos vacances scolaires. Parce que je sais que parfois certains demandent à que ça soit pendant et il nous octroie une semaine de mobilité. Il l'inscrit vraiment comme un temps de formation à part entière. Oui, surtout quand c'est intitulé formation. C'est ça. Et puis, c'est vraiment aussi certains enseignants, parce qu'il y a tous les niveaux. On part avec des grands débutants, des avancés, des intermédiaires. Et c'est aussi devoir prendre le bus, se débrouiller pour se rendre à l'école. Et c'est un petit peu ce que vivent nos jeunes aussi. On se rend compte que ce n'est pas si simple de partir à l'étranger. Et ça fait du bien aussi à ce niveau-là. Pour se mettre un peu à leur place. Exactement. Et du coup, je me tourne vers vous, Monsieur Huguet. Au lycée Martin-Nadeau, vous avez des projets similaires, mais aussi des projets très différents? On a toutes sortes de projets. Alors c'est vrai qu'on avait commencé par le fameux partenariat de coopération qui nous a permis à la fois de trouver et d'affermir des relations avec des partenaires, parce que je pense qu'on ne peut pas travailler si on n'a pas des bons partenaires en face en qui on ait confiance, parce que aussi on leur confie un petit peu nos élèves dans le cadre soit d'immersion dans un lycée où ils suivent leur emploi du temps, voilà. Notamment là, on a 2 élèves qui partent au mois de novembre en Sicile, donc dans notre lycée partenaire de Licata, où elles vont suivre pendant 3 semaines, puisque là, ce sont des bacs pro, donc là, on est sur des mobilités de courte durée, pendant 3 semaines, l'ensemble des enseignements dans leur filière, bien sûr, dans leur classe de filière, parce qu'elles sont assistantes d'architectes. D'accord. Donc on a en effet donc ce partenariat qu'on a fondé un petit peu justement sur la notion évidemment de synergie professionnelle, mais aussi travailler sur la citoyenneté européenne qui est évidemment quand même fondamentale pour nos élèves. À côté de ça, comme ma collègue, on a évidemment les mobilités, on a développé donc un programme de mobilité véritablement professionnelle où on envoie nos élèves en stage en général entre 3 et 4 pays. Donc, et puis on avait vraiment envie de rendre ça démocratique, c'est-à-dire que tous nos élèves puissent potentiellement participer, que ce soit en année de première, parce qu'on commence en première, et ça peut être aussi en terminale. C'est-à-dire ce qui fait que cette année, on est monté en puissance et on va faire partir environ 68 jeunes. Oui, donc c'est-à-dire plus de la moitié d'une classe d'âge, donc sur les élèves de première, et puis justement des élèves qui n'ont jamais eu l'occasion de prendre l'avion, comme le dit ma collègue, de se déplacer, voilà, de parler véritablement anglais. C'est pas la même chose de parler dans la vie quotidienne qu'en cours. Nous parlons du programme Erasmus+, en compagnie d'Elisabeth Gonzalez du lycée Sainte-Marguerite et de François Huguet du lycée Martin-Nadeau. Donc, Monsieur Huguet, vous nous parliez donc des projets mis en place par le lycée Martin-Nadeau. Donc j'étais sur les mobilités individuelles. Donc on adapte des formats. C'est vrai que nos élèves ont des périodes de stage qui leur sont imposées donc dans leur cursus. Donc on considère qu'ils partent 3 semaines, mais jusque-là, alors que c'est 4 semaines normalement, mais on fait 1 semaine de préparation, c'est-à-dire que la semaine précédant la mobilité, on les prépare, que ce soit administrativement, culturellement, sur plein d'éléments, voilà, pour permettre que cette mobilité se passe le mieux possible. Et puis, on fait en sorte aussi, évidemment, que les coûts, parce que le coût, c'est quelque chose d'important dans toutes les mobilités, et que ce coût, justement, puisse être vraiment le plus faible possible pour les élèves. On peut cumuler d'ailleurs plusieurs, si des étudiants sont boursiers par exemple sur critères sociaux, ils peuvent cumuler avec la bourse Erasmus, il y a une petite aide aussi de la région au début, je crois. Pas forcément, non, sur la région, honnêtement la plupart du temps on n'y est pas éligible. Par contre, il y a pour certains élèves, mais alors les critères sont parfois un petit peu complexes, mais il y a ce qu'on appelle une bourse inclusion, qui représente 100 € de plus.
c'est pas négligeable. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix, comme vous dites. Voilà, bon, ça permet. Mais je pense que aussi le fait d'avoir, choisi de faire partir des groupes, d'une part, ça nous permet aussi de trouver des prix intéressants, que ce soit pour les logements, pour les transports, et donc de fait, de réduire aussi la facture. Voilà, en revanche, pour vos BTS, par exemple, eux sont éligibles à différentes aides. Par exemple. Oui, on a la chance également de pouvoir bénéficier de Mobicentre au niveau de la, pour la région. Le supérieur. Donc ça, c'est plutôt positif. Dès qu'il y a 4 semaines de stage, cela peut se mettre en place. Donc ça, c'est quand même un sacré coup de main. Il y a Erasmus, et effectivement, pour les étudiants boursiers, mais il me semble que le niveau doit être élevé de degrés dans la bourse. Il me semble qu'on est sur une bourse de niveau 4, 4 qui est quand même... assez haute. Donc effectivement, suivant le niveau. Voilà. Après, il faut toujours demander, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, non, mais faut voir. Et puis c'est vrai que on peut toujours trouver des moyens. Et puis il peut y avoir aussi une contribution du fonds social, ou du lycée. Parfois, ça peut, Et c'est vrai que c'est un vrai investissement. Hein. Moi, j'essaye de le présenter comme un investissement pour plus tard, plutôt qu'un coût. Oui, exactement. Mais il n'empêche que c'est un coût important pour le jeune et les familles. Ça, oui, ce n'est pas non plus zéro, coût zéro. Non, quoi. non. Même les bourses Erasmus, c'est une aide au départ à la mobilité. Oui, c'est perçu comme ça. Mais cela ne couvre pas l'intégralité des frais en fait, engagés. Nous, en général, c'est vrai qu'on fait en sorte qu'il reste à payer une part de la nourriture. Sur place, qui ne reste plus que ça, donc c'est-à-dire sur 3 semaines, on arrive à ne demander aux familles souvent que entre, on va dire 150 et 200 euros. D'accord, oui, ce qui reste raisonnable. Mais voilà, pour certaines familles, ça peut paraître beaucoup, mais comme vous le dites aussi, Madame Gonzalez, c'est un investissement pour l'avenir de son enfant, pour augmenter ses chances de réussite aussi. Il ne faut pas l'oublier. Le voir comme ça, ce que je leur dis à Noël, demander des fonds pour cela, anniversaire, c'est vraiment achetez-vous moins de vêtements. Et... C'est vrai qu'à la fois, on n'a jamais eu, de famille pour l'instant qui nous ont dit on ne pourra pas partir, c'est trop cher. Je pense que honnêtement, toutes les familles sont véritablement conscientes de cette opportunité. Je vous dis, on croule sous les candidatures, c'est que d'une certaine façon, il y a une volonté. On est obligé parfois, c'est un peu triste, de refuser ou de reporter. Leur dire, ce sera pour plus tard. Vous ne pourrez pas partir en première, peut-être en terminale, justement. Ça, c'est aussi un avantage. Alors, vous nous avez parlé également du projet Jean Monnet. Oui. Alors, le projet Jean Monnet, c'est quelque chose de tout nouveau qui nous tient à cœur, parce qu'on a signé il n'y a pas longtemps la convention. Et alors, c'est un projet, justement, qui peut prendre différentes formes, mais qui vise à promouvoir une meilleure connaissance de l'Europe, de l'Union européenne, de ses institutions, de ses valeurs, de son histoire et de sa culture. Donc nous, on a fait le choix de proposer justement ce qui a été retenu par la Commission européenne, d'ouvrir une option aux élèves de seconde dans un premier temps. C'est un programme sur 3 ans où on a créé des modules et tous ces modules justement visent dans différentes disciplines. On a, je crois, une quinzaine d'enseignants qui vont intervenir sur 3 ans sur des modules sur le Green Deal, sur la création d'un escape game. Là, ils travaillent justement sur le patrimoine. Donc il y a beaucoup d'éléments. Et d'ailleurs, on a 3 enseignants qui partent se former à Barcelone au mois de novembre sur les STEAMs, et donc qui est justement une pratique innovante qui mêle à la fois les arts et les mathématiques, et sur lequel ils vont pouvoir construire un module. Donc on essaye de créer des synergies entre aussi la formation et puis l'ensemble de nos programmes que nous mettons en œuvre. Votre émission sur l'Europe, c'est l'Europe en 43 minutes sur RCF. Nous parlons du programme Erasmus+, avec Elisabeth Gonzalez du lycée Sainte-Marguerite et François Huguet du lycée Martin-Nadeau. Donc, vous nous parlez du projet Jean Monnet. Je pense que c'est un projet, ça fait partie d'Erasmus+, Jean Monnet. C'est une partie intégrante. Alors, c'est vrai que c'est un peu sous-partie, oui, mais voilà. Oui, on peut dire ça. C'est un petit peu à part parce que c'est vrai que on n'est pas dans les projets K1 ou K2, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. C'était uniquement la 2e année qu'ils le lançaient. Et d'ailleurs, la France, là, on peut quand même être un peu chauvin là-dessus, a été le pays qui a eu le plus de projets retenus.
D'accord. Voilà, donc quand même 12 établissements sur toute la France. Oui. C'est vraiment... Donc ça prouve qu'il y a des projets de qualité aussi derrière. Il y a des projets, il y a des équipes, voilà, il y a plein d'établissements qui font beaucoup de choses. Et puis on le voit aussi, par exemple, nous on est lycée ambassadeur du Parlement européen. Oui, tout à fait. Donc là aussi, on voit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu partout en France. Donc l'Europe a de beaux jours, mais il faut s'y atteler. Il faut s'y atteler, il faut continuer à travailler. Tout à fait. Alors, justement, je me tourne vers tous les deux, mais aussi peut-être vers et vous, Elisabeth. Quelle est la plus-value de ces projets Erasmus+, pour l'établissement, pour les élèves aussi, mais pour l'établissement? Pourquoi est-ce que vous vous donnez toute cette peine à mettre en place ces projets? Eh bien, parce qu'on est convaincus, on essaye d'être convaincant auprès de nos jeunes, on est convaincus que vivre une mobilité peut changer la vie de nos jeunes, en fait. C'est vraiment vu comme un plus pour la poursuite d'études, pour l'employabilité à profil égal. Je pense qu'un employeur, j'en suis certaine, un employeur préférera embaucher un jeune qui a vécu une mobilité à l'étranger, parce le jeune va monter en compétences professionnelles et également personnelles. Donc c'est vraiment un plus pour ces jeunes. Et on essaye aussi de faire vivre cela dès la primaire, parce qu'on pense que plus tôt on donne l'habitude, plus cela sera naturel pour le jeune de partir à l'étranger une fois adulte. Donc c'est vraiment quelque chose on fait pour nos jeunes, en fait, puisqu'on place nos jeunes au cœur de notre métier. Donc c'est vraiment pour eux. Et aussi pour l'établissement, ça donne une dynamique, en fait. Les professeurs qui partent reviennent ravis d'avoir vécu des aventures, d'avoir des anecdotes à raconter. Certains se remettent très sérieusement à l'anglais par la suite. Ça crée aussi une dynamique de groupe, puisqu'on part entre 8 et 10. Donc c'est vrai qu'on revient un peu regonflé d'avoir pu vivre ce temps suspendu durant une année scolaire. Et puis on découvre d'autres méthodes pédagogiques, notamment à l'oral. À l'étranger, souvent, ils sont vraiment très bons à l'oral. Donc on revient avec des activités que l'on peut transposer dans nos classes. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'un point de vue pédagogique. Et du coup, vous, au lycée Martin Nadeau ? J'ai envie de dire que, je rejoins évidemment toute la plus-value pour nos élèves, voilà. Mais je pense que, d'une certaine façon, s'engager dans ces mobilités, je pense que c'est à la fois un choix citoyen. Je pense que c'est aussi un choix politique, parce que c'est aussi faire notre Europe, c'est-à-dire que l'Europe, elle ne se fait pas toute seule. On le voit, voilà, dans l'actualité. C'est toujours parfois un peu compliqué, donc on a besoin aussi de créer cette ouverture, nos jeunes qui se rendent compte que ils font partie d'un tout, ils font partie, voilà, d'une Europe politique, culturelle, économique, éducative, même si malheureusement des fois l'éducation est encore un petit peu annexe dans le programme, dans l'ensemble. Ce n'est pas une compétence de l'Union. Non, ce n'est pas une compétence. Des fois, voilà, bon. Je ne sais pas si c'est dommage, mais ce serait bien qu'il y ait un peu plus de poids. Mais voilà, il y a cette volonté aussi de faire se rencontrer des jeunes. Je pense que nous, par exemple, dans le partenariat de coopération, faire vivre des jeunes italiens, belges, français pendant près de 10 jours, c'est une expérience extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils en ressortent vraiment changés. Et puis, ils ont un autre regard sur l'autre. Je pense que voilà, si on veut vraiment faire cette Europe des peuples, eh bien, créer cette communauté européenne, il faut commencer par se connaître. Et trop souvent, on est porté par, voilà, surtout dans les périodes de crise, par des préjugés, par un retour à une espèce de chauvinisme ou de je ne vais pas parler d'égocentrisme, mais voilà. Donc là, d'une certaine façon, c'est aussi s'ouvrir sur l'Europe. Et puis, c'est acquérir des compétences extraordinaires. Alors, les compétences en langue, elles sont évidentes. C'est pour des élèves, nous, de lycée professionnel, qui à chaque fois sont mortifiés dès qu'il faut se mettre à parler anglais. Et puis, soudainement, quand on n'a pas le choix, quand on est en mobilité, ils se rendent compte que, au final, c'est pas si compliqué que ça. Puis, j'ai envie de dire, c'est un petit peu moins compliqué quand on est face à d'autres personnes dont ce n'est pas la langue maternelle. On se rend compte, finalement, ils parlent anglais comme nous.
Hein. Même si on fait des fautes, c'est pas grave, on se fait comprendre. On se fait comprendre, voilà. C'est Et on n'a pas un prof qui derrière va nous dire attention, t'as fait une faute, c'est moins 2 points. C'était un verbe irrégulier, on s'en fiche grossièrement à ce moment-là. Donc voilà, il y a tous ces éléments qui sont essentiels. Et puis pour nos personnels, voilà. Alors nous aussi, hein, on va mettre en place au mois d'avril un cours d'anglais, parce qu'on se rend compte que c'est un frein aussi pour nos collègues qui font des complexes par rapport à leur maîtrise de la langue anglaise. Donc on va réactualiser leur base, très fortement pour certains, mais voilà, on va le faire. Notre sujet aujourd'hui est le programme Erasmus+, en compagnie d'Elisabeth Gonzalez du lycée Sainte-Marguerite et de François Huguet du lycée Martin-Nadeau. Donc, vous nous parliez un petit peu de ces plus-values. Vous avez bien insisté quand même sur les langues, sur aussi l'autonomie des élèves pour les jeunes. Mais est-ce que ces projets sont compliqués à mettre en place au sein d'un établissement scolaire ? Alors, je pense que si je vous disais non, je vous mentirais. Ce n'est pas simple. Enfin, c'est fastidieux. Il y a beaucoup de documents. On se plaint souvent de l'administration française. Alors, c'est que vous ne connaissez pas encore l'administration européenne. Voilà, c'est beaucoup de documents. Voilà, là, on en même temps, il y a des contrôles nécessaires. C'est comme je dis souvent à mes collègues, vous avez un Allemand, un Hollandais, un Danois, qui eux sont au centime près, qui sont très rigoureux. Sûrement plus que nous, et qui ont besoin justement de contrôler, et ce qui est tout à fait légitime, hein, ça je leur mets pas en cause, mais c'est vrai qu'il y a certaines procédures qui peuvent être parfois un peu lourdes, mais on s'en sort, hein, ça prend du temps, mais on s'en sort. Oui, il ne faut pas hésiter à vraiment anticiper lorsqu'on veut faire un projet Erasmus+, quel que soit le projet d'ailleurs, il faut vraiment anticiper. C'est un projet sur l'année. C'est-à-dire que sur une mobilité qui a lieu en avril ou en juin, j'ai envie de dire, le gros du travail, il est maintenant. Il est maintenant parce qu'il faut recruter les élèves, il faut forcément d'une certaine façon les sélectionner ou tout du moins les rencontrer. Il y a tous les contrats à faire signer, rencontrer les parents, parce que pour certains, ils sont mineurs, hein, pour la plupart. Et puis il y a toute l'organisation, parce que c'est acheter 20 billets d'un coup, ça se fait pas comme ça. Hein, sinon, je pense que mon agent comptable fait une crise cardiaque. Voilà, donc voilà. Plus de place en plus au 19e. Voilà, c'est ça j'ai presque envie de dire que c'est un peu ma hantise. Souvent, on est obligé de le faire en 2 fois. Hein, et des fois, on se retrouve avec quelques centimes d'écart, et c'est là où la complexité se rajoute. Mais non, mais c'est intéressant. Non, mais on vit des challenges extraordinaires sur l'année. Hein. C'est des grands moments de stress, de joie, à nouveau de stress. Et puis au final, quand ils sont partis, on pousse un grand ouf jusqu'au moment où ils arrivent. Et après, ils reviennent. Donc ils reviennent, il y a les bilans, il y a tout ça à faire. Et il y a tous les bilans, En espérant qu'il n'y ait pas de cas de force majeure. Oui, c'est ça, voilà. Là, on croise les doigts pendant, nous, 3 semaines. Vous, c'est pire, parce que c'est 2 mois. 2 mois, il peut s'en passer des choses. C'est ça. Non, moi, je pense que 2 mois, je ferai une crise cardiaque. Mais 3 semaines, c'est déjà bien. Et du côté de Sainte-Marguerite, est-ce que c'est aussi complexe ou je rejoins vraiment mon collègue. Effectivement, c'est peut-être le frein principal, c'est l'aspect administratif du processus, parce qu'effectivement, on a des obligations et des documents à renseigner avant, pendant, et puis il y a toute la gestion aussi, parce qu'il y a des jeunes qui ne sont jamais partis, donc il faut aussi les accompagner sur des évidences, mais pour retirer de l'argent sur place, leur dire d'aller voir la banque, le téléphone aussi. Certains pensent qu'ils vont pouvoir débarquer dans le pays, et donc il y a vraiment un accompagnement, mais culturel aussi. Je pense que ça, c'est important pour les différences, qu'elles soient vues de manière douce, et donc faire un petit peu enlever les stéréotypes. Il y a vraiment tout cet aspect-là aussi d'accompagnement qui est important. Et ce qui est l'ultime frein, c'est dans le bilan final d'ailleurs, ils nous le demandent, c'est effectivement l'aspect financier et social. C'est souvent un peu lié malheureusement. Je pense que les jeunes qui ont l'habitude à titre personnel de voyager sont plus enclins à s'inscrire dans cette démarche.
Les autres ont peur, n'ont pas cette habitude, et vraiment la peur, et certains disent ce n'est pas pour moi en fait. Et donc il faut, on travaille énormément au sein de mon établissement pour permettre à chacun de pouvoir se dire bah oui j'y vais, j'essaye, j'ose. Gérer un budget, c'est pas simple. Se faire à manger tous les jours. Non plus, c'est vrai. Voilà, il y a des jeunes mineurs, comme vous dites, qui habitent encore chez leurs parents. Donc exactement, qui découvrent la machine à laver. C'est formidable, ce bel engin qui... tiens, c'est là où ça les fait grandir, en fait, complètement. sur tous les plans, en fait. Ils sont transformés. C'était le mot que tu as dit tout à l'heure, et vous avez dit pardon tout à l'heure, et c'est vrai que c'est vraiment ça. Ils sont plus matures, plus confiants, la prise à l'oral est plus sûre aussi. C'est vraiment chouette de les voir évoluer comme ça, les voir grandir. Vous voyez vraiment une différence. Ah oui. Et puis ce qui est aussi vraiment très chouette, c'est aussi la relation qu'on a, nous, avec nos élèves. C'est-à-dire qu'elle change. On a une relation de confiance, c'est beaucoup plus apaisé, que du positif. RCF, l'Europe en 43 minutes. Le programme Erasmus+ est notre sujet aujourd'hui en compagnie d'Elisabeth Gonzalez du lycée Sainte-Marguerite et de François Huguet du lycée Martin-Nadeau. Donc vous nous disiez que c'était que du positif. Alors est-ce que la charge administrative en vaut la peine ? Oui. La preuve, on recommence chaque année. C'est ça. Donc, on a un petit moment, de fatigue. Je pense qu'on est content de voir les grandes vacances arriver, mais on est aussi très heureux dès que ça reprend, dès que le programme début septembre. Puis d'où l'intérêt aussi d'être une équipe, parce que dans les moments de doute ou un petit peu de baisse de motivation, parce qu'on se dit oh là là, on m'écoute pas, ça fonctionne pas. Hop, c'est reparti parce que d'autres nous disent mais si, il faut y aller. Ça a fonctionné. Donc Puis surtout en cas d'arrêt, maladie ou autre, il y a aussi peut-être un collègue qui peut reprendre au moins les documents, faire signer aux élèves, etc., qui peut reprendre un peu le projet le temps que vous reveniez sur votre poste. Puis même dans les temps forts, pour l'Erasmus Day, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse mener un quiz général pour 180 personnes. J'ai une collègue qui est la reine des quiz. Elle a fait ça avec Maestra. Exactement. Mais je pense que c'est vraiment aussi ce moment fort des Erasmus Days, c'est aussi là où on voit à la fois l'investissement de nos collègues à nos côtés. Je pense que c'est un vrai temps fort où on sait qu'on peut, on se dit je peux compter sur eux. Exactement. Oui. Pour d'autres établissements, oui, certes, ce sont des projets assez lourds et assez compliqués à mettre en place. Il faut vraiment qu'il y ait une dynamique d'établissement et un projet derrière, mais ça en vaut la peine pour les personnels 200%. Et pour les élèves encore plus. Et puis c'est quand même des challenges extraordinaires. On s'imagine pas après de se dire on l'a fait. On a envoyé. Là, on va envoyer 6 jeunes au Québec. Ah ouais, super. Alors, c'est vrai que nous, on a un avantage en lycée professionnel, c'est qu'on a droit à l'Europe, mais ensuite, on a droit au monde. Ouais. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, exceptionnel. Donc, on essaie de s'en saisir. Alors, le Québec, c'est simple, parce qu'on n'a pas de barrière de la langue, mais c'est une autre culture. On voit que le québécois, des fois. Oui. Après, on a parfois un peu de mal à comprendre. Mais ça va encore. Mais voilà, c'est vraiment au niveau professionnel, ça n'a rien à voir. Donc oui, d'une certaine façon, le jeu en vaut la chandelle parce qu'on est content de faire ça pour nos élèves. C'est ça. Voilà. Et alors, quels sont les futurs projets Erasmus+ que vous souhaiteriez mettre en place ou qui seront mis en place au sein de vos établissements ? Alors, il y a toujours le challenge, vous savez, pour ceux qui nous écoutent, on a un guide Erasmus, il y a toujours le challenge de se dire, je vais tester tout le guide. Il fait quand même un peu plus de 300 pages. Oui. Bon, alors après, évidemment, il y a des projets qui, nous étant uniquement lycée professionnel, qui, ça nous limite. Qui ne concerne pas. Voilà, mais je pense que chez nous, au-delà des nouveaux projets, c'est déjà débuté. Là, on vient à peine de débuter le projet Jean Monnet, donc on en a pour 3 ans, et puis reprendre un partenariat de coopération, parce que je pense que l'Europe aussi, il faut voir à l'Est. Trop souvent, on se voit entre nos pays, soit voisins, latins, ou et on a besoin aussi. Donc là, on va essayer de créer quelque chose, des dynamiques avec des Lituaniens et avec des Bulgares aussi. Donc ça, ce serait vraiment génial parce que là, le choc culturel, il est aussi important. Oui, tout à fait.
Oui, on part sur d'autres histoires aussi. Exactement. D'autres façons de voir les choses. Et au lycée Sainte-Marguerite ? Alors, poursuivre le développement des mobilités stages pour les autres BTS pour lesquels ce n'est pas obligatoire, comme le BTS MCO, MDRC, COM, etc. Est-ce que vous pourriez juste nous dire les acronymes C'est sûr comme je n'y enseigne pas, je ne serais peut-être pas très à l'aise avec... Mais à peu près, grosso modo, qu'est-ce que c'est Ce sont les BTS commerciaux, en D'accord. fait, soit de vente ou dans la digitalisation pour les MDRC. Mais effectivement, c'est poursuivre cela, développer les mobilités vers l'Est, que nous encourageons fortement. Cette année, on en a 5 qui sont partis en Croatie. D'accord. Donc oui, on essaye vraiment. Les pays de l'Est, en plus, le coût de la vie est moins cher. Et ils sont en demande aussi, je trouve. Il y a vraiment un accueil des jeunes qui est vraiment très, très intéressant pour eux. Poursuivre le développement des formations dans les autres langues et on aimerait vraiment à moyen terme pouvoir partir enseigner, travailler un peu à l'étranger en fait, vraiment prendre en charge des modules et ça c'est vraiment c'est un vrai challenge. Ouais, personnellement c'est un de mes rêves. Donc j'espère pouvoir je pense que ça doit être hyper formateur puisque il y a d'autres méthodes pédagogiques et d'autres fonctionnements en fait, ça doit vraiment être enrichissant comme expérience. Sur quel format, sur une semaine ou sur, je crois qu'on peut partir sur oui, une c'est semaine. Possible de faire venir des enseignants. Vous-même, vous pourrez aussi... Ça aussi, on aimerait bien recevoir des mobilités entrantes à moyen et long terme. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez, finalement, pour nous, qui est assez méconnu dans le programme. Alors, on le voit souvent passer, mais c'est pas encore forcément facile à identifier qui on peut accueillir exactement. Ça aussi, c'est important. Il y a souvent la barrière de la langue, ça suppose que le collègue puisse parler français pour mener le cours en fait, ou anglais avec des élèves qui puissent suivre. Sur une classe euro, c'est vrai que ça peut être intéressant. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment des projets sur moyen et long terme. Donc je lance un appel pour des établissements et puis oui, poursuivre avec autant d'enthousiasme. Eh bien, ça fait beaucoup de projets déjà en cours et aussi à venir dans vos établissements. Et on sent quand même vraiment l'enthousiasme et le dynamisme de vos établissements. Moi, je suis vraiment à chaque fois admirative de tout ce que vous pouvez faire, mettre en place pour vos élèves. Il ne faut pas les oublier. C'est vraiment avant tout pour eux. Vous l'avez répété plusieurs fois. Mais aussi pour l'établissement et les équipes pédagogiques. C'est vraiment, vous êtes 2 établissements un peu phares aussi, un peu sur la région, mais il y en a d'autres. Heureusement, il y a beaucoup d'établissements en région Centre-Val de Loire qui se lancent dans les projets Erasmus et qui sont dynamiques ce n'est pas que les universités, on le répète encore. Le projet Erasmus, c'est aussi les lycées, mais ça peut être aussi des écoles primaires, notamment pour la formation des professeurs. Et puis les collèges et les lycées généraux pour les mobilités collectives. Parce que là, c'est autour de projets et il y a plein de partenaires, moi je le vois sur les contacts que je peux avoir, plein de partenaires qui recherchent ça. Et les fonds sont importants, la prise en charge de ces séjours, même les enseignants peuvent partir en repérage, c'est pris en charge. Et oui, des visites préparatoires. Ah oui, c'est plutôt bien. Mais attention, on n'est pas sur du voyage. On est vraiment sur de la coopération ou de la mobilité de groupe, de l'apprentissage collaboratif. Voilà. Parce que nous, on a parfois des demandes, mais sur des voyages, non, c'est pas des voyages culturels en tant que tel. Faire attention. Co-pratique, tout à fait. Voilà, ça c'est important de le répéter pour des enseignants qui pourraient nous écouter aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Elisabeth, merci beaucoup François d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Très instructif. C'était l'Europe en 43 minutes, animé par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre Europe Direct. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.